هاي كمان مخطط صهيوني بدي بشعبي واهلي يكرهوني لبسوني نظرات نظر عشان قرروا يعموني تعمي مين ولك انا عربية جحش عامل لي فيها زي واحد ديزني بل ديزني لعيبة زي كيف طفل ممكن يدسني زي رابر جديد ممكن يدسني لا مش بحاجة لعناي عندي هذا جسمي عندي هالاصبع تا يقول لك روح فتني يا جحش انت عارف الجحش بيجي كتير مشوش وفيش حاجة اقول لك وان قانونك مدفوش ما تنسوش منين اجت هاي الشروش احتلتوا ارض هالروح والعرض ما احتلتوش بدكوا تفرقوا بيناتنا واضح ما قدرتوش نصيحة ندالية روح العب بقلمتوش علي صوتا يسمعوا انا عربي يا جحش خلي املهم يقطعوا وارجيهم من الوحش علي صوتا يسمعوا انا عربي يا جحش. Donc chers amis, nous étions vus donc la fois dernière. Merci, d'accord, à Tahel Labadi qui est là également. Et donc je vais essayer de ne pas être trop long, Tahel, pour qu'on puisse d'abord te donner la parole et puis ensuite à la salle sur cette seconde partie, donc de le sionisme expliqué à nos sœurs et à nos frères, qui se voulait un début de débat, parce que je pense que on a à peine initié, hein, il y aurait tant et tant à dire, et il est évident que même la fois dernière, je me rends compte en regardant la vidéo, des oublis, etc. Bon, c'était fait un petit peu dans... Enfin, grosso modo, c'était cela, hein. Mais bon, il y aurait eu encore beaucoup à dire, et bien sûr, on ne s'est pas assez appesanti sur la nature de la révolte de 36-39, on aurait pu encore dire beaucoup de choses, etc. Enfin, le but était surtout de brosser un tableau vu à partir de l'Occident. Hein. Bon, donc je n'ai pas la prétention de donner une vision à partir du monde arabe, où là il y aura tellement à dire. Hein. Voilà. Donc c'était simplement pour essayer de replacer le sionisme, de l'inscrire dans l'histoire de l'Occident, et dans l'histoire dans le développement de l'impérialisme. On a vu la fois dernière que le sionisme, effectivement, était apparu non pas comme un élément exogène à l'Occident, mais vraiment totalement endogène. L'Occident qui l'a initié, qui l'a nourri, qui l'a entretenu. Et dans cette première phase, on a vu comment donc l'État sioniste s'est installé en Palestine, sur les terres de Palestine, comment il s'est installé, bien sûr, au détriment des populations locales, qui aspiraient également à l'indépendance, comme tous les peuples à l'époque. Dans un second temps, on a vu dans ce premier temps comment effectivement le projet sioniste a commencé à être mis en place. Et comment, dans cette première partie, il y a eu l'installation, le début de ce qu'on appelle le Yishuv, l'État sioniste en gestation, comment cet État a commencé à recevoir la masse, parce qu'il n'y a pas de colonisation sans je reprends l'expression sioniste, sans matériaux humains, hein, d'accord, sans masse. Il faut des colons, hein, on ne peut pas uniquement coloniser avec des idées, il faut des colons. Et ce matériau humain, cette masse, je suis désolé de l'expression, mais c'est ce qui a été utilisé, elle manque encore avant la Seconde Guerre. Avant la Seconde Guerre, le projet sioniste ne peut pas encore aboutir parce qu'il y a encore les Palestiniens. Il y a les Palestiniens, ils sont dotés d'une volonté de résister, ils l'ont prouvé avec la grande révolte de 36-39, et donc il n'est pas facile de déloger un peuple. C'est la Seconde Guerre mondiale qui allait apporter aux sionistes la réponse à ce deuxième problème. Comment faire pour, d'une part, se débarrasser donc, du peuple palestinien, comment finir en fait l'entreprise sioniste et donner le coup de grâce en fait. Et c'est ce coup de grâce à la Palestine arabe que l'on va voir maintenant. Comme la Première Guerre mondiale avait apporté la déclaration Balfour et l'installation définitive des sionistes en Palestine, c'est aussi à la faveur d'une seconde guerre, une guerre impérialiste, même si elle est marquée quand même du sceau de l'antifascisme. Cette guerre est aussi impérialiste à de nombreux égards. Il est évident que lorsque les États-Unis et les Britanniques combattent contre Hitler, ce n'est pas pour installer une ère de prospérité et de démocratie pour le monde entier. Il est évident que c'est pour prendre les commandes du monde, à nouveau, même s'il va y avoir des changements au sein de la sphère impérialiste. Alors, les sionistes, très rapidement, quand on arrive en 1939, on avait laissé là l'affaire la fois dernière, ils ont un problème. Leur problème, c'est le livre blanc. Le livre blanc, on a vu que la révolte palestinienne, même si elle n'a pas abouti en tant que telle pour les Palestiniens, parce qu'elle n'a pas permis effectivement de libérer la patrie et puis de réaliser les aspirations nationales du peuple palestinien, néanmoins,
les Britanniques, évidemment, en voyant la guerre venir à grands pas, sont obligés de faire des concessions. Ils sont obligés de faire des concessions, et cette concession majeure qu'ils font, c'est le livre blanc. Un livre blanc, c'est quoi? Bon, bah, c'est une énième commission d'enquête britannique qui se rend en Palestine, et au vu de l'énorme mobilisation du peuple palestinien, elle est forcée de convenir qu'il n'est plus possible de laisser une immigration illimitée en Palestine au détriment des populations. Et donc, bien que la direction palestinienne, je l'ai dit, ait été décapitée, etc., que les forces palestiniennes aient été mises en échec, l'échec n'est pas total, puisque les Britanniques ont été quand même forcés de faire cette concession. Alors que dit le livre blanc? Ben, le livre blanc, malgré tout, malgré tout, il contient une clause qui est vraiment problématique pour les sionistes, c'est qu'il limite l'immigration. Il limite l'immigration, ce qui fait qu'on n'est plus dans la perspective d'une immigration illimitée en Palestine. C'est la concession que les Britanniques ont été obligés de faire. Et c'est contre ce livre blanc que les sionistes, maintenant, vont lutter. Il se passe un autre grand changement avec cette Seconde Guerre, c'est que l'exécutif sioniste va changer de parrain. Le parrain était le parrain britannique, jusque-là, et c'est à l'ombre de l'impérialisme britannique que le mouvement sioniste avait prospéré. Avec la Seconde Guerre, s'opère un changement. Le parrain va devenir maintenant le parrain américain, états-unien. Et cela est vraiment mis en évidence par la conférence de l'hôtel Biltmore en 1942. Et que se passe-t-il? Alors, la conférence de l'hôtel Biltmore en 1942, c'est donc cette conférence, en mai 1942, qui réunit un grand nombre de délégués sionistes du monde entier. Et là, il va s'opérer un changement majeur. Jusque-là, le mouvement sioniste n'osait pas dire création d'un État palestinien. D'un État sioniste. Il peut le dire maintenant. Il affirme ses objectifs, et il les affirme sans complexe. Il dit voilà, nous voulons faire un État sioniste. L'ancien dirigeant du mouvement sioniste était Weizmann. Weizmann était un homme bien calmant, d'origine plutôt de culture britannique, ayant de très bonnes relations avec les Britanniques. Et Weizmann envisageait sans doute en Palestine d'établir une sorte de dominion, sur le modèle des dominions britanniques, donc à l'ombre de l'impérialisme britannique. Il va s'opérer un changement. Weizmann va être évincé au profit de Ben Gourion. Et Ben Gourion, lui, il a une autre perspective, c'est un État juif. Un État juif sur toute la Palestine. Et sans aucun complexe. Donc, plus un dominion en tant que tel, comme l'était à l'époque l'Afrique du Sud, le Canada, etc., ou l'Australie, mais vraiment un État en tant que tel. Et donc, il y a une sorte de passage du témoin, et ce passage du témoin entre Weizmann et Ben Gourion, il est important parce que ça se traduit en termes de radicalité. Et ce congrès donc, de l'hôtel Biltmore, où là on voit les principaux dirigeants sionistes avec leur petit numéro, je ne sais pas si vous pouvez le voir, bon, toujours est-il, il est absolument fondamental. C'est un tournant. C'est un tournant, d'autant plus que, évidemment, le mouvement sioniste va capter très rapidement l'attention de Roosevelt et le soutien de Roosevelt. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, eh bien, le mouvement sioniste, donc, désormais, a comme ennemi l'Angleterre. Alors, l'agent juif, etc., l'agent juif, c'est-à-dire le mouvement sioniste officiel, dit modéré, va mettre en suspens son opposition à l'Empire britannique pendant la durée de la guerre, pour cause de guerre, mais d'autres composantes du mouvement sioniste ne vont pas avoir ces états d'âme, et on va voir un certain nombre d'organisations sionistes qui, dès 1942, mènent de la lutte armée contre les Anglais, alors que on est en pleine guerre. Et donc on a des groupes, notamment le fameux groupe, le gang, l'Irgun et le gang Stern, le groupe Stern, du nom de son fondateur, Abraham Stern. Eh bien, ces sionistes-là n'ont pas du tout d'état d'âme, et ils pensent que l'Angleterre est l'ennemi principal. L'ennemi principal, certes, l'Allemagne est problématique, mais l'ennemi principal, c'est l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre qui occupe la Palestine. La Palestine, la terre convoitée, et c'est l'Angleterre qui empêche donc les immigrants d'aller vers la Palestine. Et donc, il faut quand même le dire, on ne peut pas trop s'arrêter là-dessus, mais dès 1942, ces groupes-là vont faire de la lutte armée, et d'ailleurs, il va même y avoir certaines tentatives
du groupe Stern pour prendre langue avec les Allemands, c'est connu. Hein. Alors on avait déjà vu dans la fois précédente comment, avec l'accord d'Avara, comment il y avait déjà des liens qui avaient été tissés entre l'exécutif sioniste et la direction de l'Allemagne, la direction donc fasciste de l'Allemagne. Et là, on va voir, on a des groupes sionistes qui n'ont absolument aucune hésitation, et on a des faits précis, hein, je parle de faits précis, je ne parle pas de on-dit, hein. Il y a eu des rencontres qui ont été faites, par l'intermédiaire de l'ambassade du Troisième Reich à Ankara, en Turquie. Bon, toujours est-il que l'essentiel n'est pas là. Enfin, l'essentiel est quand même là, puisqu'en 1944, eh bien, les sionistes vont aller jusqu'à... les sionistes qui considèrent que ceux qui considèrent que la Grande-Bretagne eh bien, est l'ennemi principal et qu'il ne faut pas hésiter à la combattre en dépit de la Seconde Guerre, vont assassiner Lord Moyne. Ils vont assassiner Lord Moyne, le représentant britannique, et ils vont l'assassiner donc en 1944. C'était quelqu'un d'assez proche de Churchill d'ailleurs, la famille de Guinness, hein, la fameuse famille Guinness, et donc désolé pour les buveurs de bière, pardon. Et donc Lord Moyne est assassiné, et c'est une façon pour les sionistes d'affirmer que rien ne les arrêtera. D'affirmer que rien ne les arrêtera. On est en 1944, hein. On est en 1944, on est en mai 1944, la guerre bat son plein encore. 1944, c'est la pleine période des déportations de juifs. Les sionistes n'en ont cure. D'ailleurs, à aucun moment, et ça c'est quelque chose de très important, aucun dirigeant sioniste n'a combattu les nazis. Que les choses soient claires. Je n'ai pas connaissance d'un dirigeant sioniste qui ait combattu les nazis. C'est très important à dire, parce qu'on entend souvent dire. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre, l'objectif principal des nazis est d'abord la Palestine, et d'abord de s'opposer à la puissance britannique. On va prendre un exemple. Des sionistes. J'ai dit. Des nazis. Oh, décidément, tout s'embrouille dans ma tête. C'est le rhume. C'est le rhume. On met ça sur le compte du rhume. On va prendre l'exemple de Begin. Alors, le cas de Begin est assez intéressant. Begin qui deviendra Premier ministre d'Israël dans les années 80. Celui qui est responsable, vous savez, de la fameuse invasion du Liban de 82. Begin, il est dans le ghetto de Varsovie, il est polonais. Il est dans le ghetto de Varsovie lorsque le ghetto de Varsovie va être bientôt assailli et investi par les nazis. Il quitte le ghetto de Varsovie, donc il abandonne son poste de combat, il était capitaine du Betar. Le Betar était une organisation paramilitaire, hein, c'est pas les troublions que l'on connaît aujourd'hui, c'était une véritable organisation paramilitaire, etc. Et Begin était capitaine du Betar, donc il avait des responsabilités militaires dans la défense du ghetto juif de Varsovie. Begin quitte le ghetto de Varsovie avant l'attaque allemande, donc il abandonne son poste, il traverse la frontière, il est capturé par l'armée rouge, il est enrôlé de force dans l'armée rouge, par les soviétiques, il déserte l'armée rouge pour aller combattre les Britanniques en Palestine. C'est extraordinaire. Donc pendant que tous les antifascistes, les démocrates combattent le nazisme, eh bien Begin, lui, excusez du peu, il deviendra quand même Premier ministre. Et on va voir Shamir, c'est absolument la même chose. Il deviendra également Premier ministre de l'État d'Israël. Begin n'a jamais tiré une seule balle contre les nazis. C'est extraordinaire, ça. Et il en est de même pour tous les autres dirigeants sionistes. Qu'on me cite un seul dirigeant sioniste qui a combattu les nazis. Alors c'est assez intéressant parce qu'ils se bravalent tous de la lutte anti-nazie. Donc au passage, c'est pas mal quand même de rappeler cela. Donc là-dessus, très rapidement, la fin de la guerre arrive et donc la lutte armée contre les Britanniques en Palestine, eh bien, va de plus belle. Et évidemment, cette lutte armée, elle est absolument sanglante. Le but des sionistes, eh bien, comme ils le disent, eh bien, c'est d'en finir avec le livre blanc, de permettre l'immigration totale et ainsi de réaliser leur objectif. Là, vous avez un bateau d'émigrants juifs qui arrive au large de Tel Aviv, qui s'échoue, et donc les immigrants qui vont donc prendre la fuite et pénétrer en Palestine. Et des bateaux comme ça, il va y en avoir des centaines pendant toute cette période. Le but des sionistes, et ils le proclament, leur objectif, leur mot d'ordre, c'est submerger le mandat britannique sous le flot des immigrants. Submerger le mandat britannique sous le flot des immigrants. Et donc les Palestiniens assistent à l'arrivée de milliers et de milliers d'immigrants, comme cela. Et les Britanniques tentent d'y s'y opposer parce qu'ils veulent respecter quand même le livre blanc. Et une chose qui est importante, c'est que ce livre blanc, il disait aussi autre chose. Ce livre blanc, non seulement il limitait l'immigration juive en Palestine, mais il était prévu qu'en 1949,
il y ait un référendum d'autodétermination en Palestine. Et ça, c'est rarement dit, mais c'est important. Il devait y avoir un référendum d'autodétermination en Palestine en 1949, si le mandat britannique s'était maintenu. Or déjà, normalement, le mandat de type A que les Britanniques avaient sur la Palestine aurait dû s'achever en 1942. Bien sûr, ça n'a pas été le cas pour cause de guerre, mais le livre blanc va renouveler cela, cette promesse donc du mandat de la Société des Nations, et donc il proclame, il dit les choses clairement, en 1949 devrait avoir lieu donc un référendum. Évidemment, ça n'aura jamais lieu. Les sionistes savent cela. Les sionistes ont l'objectif empêcher absolument que le livre blanc s'applique, que donc la légalité démocratique s'applique en Palestine, parce que c'est ce qui aurait dû se produire normalement. Et normalement, il aurait dû y avoir un référendum où toutes les populations de Palestine auraient pu s'exprimer. Alors, si tant est qu'on pouvait considérer que tous les colons qui étaient déjà arrivés dans l'entre-deux-guerres pouvaient être considérés à égalité, évidemment, avec les habitants d'origine. Mais il est important de rappeler cela. Donc, toujours est-il que les exactions sionistes vont se multiplier de plus en plus. Alors, d'autant plus que ces sionistes bénéficient du soutien d'une large partie de l'opinion mondiale, de l'opinion internationale. Et les Britanniques, eux, sont pris au piège. Ils ne peuvent pas exercer contre le mouvement sioniste une répression trop importante. Du coup, eh bien, ils sont un petit peu tenus à certaines obligations de réserve, même lorsqu'il va y avoir le fameux attentat de l'hôtel King David. L'hôtel King David à Jérusalem en 1946, l'hôtel King, le 22 juillet. L'hôtel King David était un énorme hôtel, il existe toujours à Jérusalem. C'était un énorme hôtel, c'était un des hôtels les plus flamboyants de toute la région. Et il va se trouver qu'une partie de cet hôtel seulement va être utilisée par les Britanniques comme quartier général de l'administration britannique. Les sionistes vont faire sauter l'hôtel King David. Toute l'aile de l'hôtel où était installée l'administration britannique va sauter, une charge absolument énorme. Je crois que c'est 350 kg d'explosifs, quelque chose comme ça. Et il va y avoir pas loin de 100 morts. 20 Britanniques, parmi eux seulement 20 Britanniques, le reste ce sont des Juifs, enfin des sionistes de Palestine en tant que tels, et des Palestiniens. Une quarantaine de Palestiniens, une vingtaine de Juifs. Donc ça veut dire que les sionistes n'ont pas hésité, même y compris à tuer des Juifs pour leur objectif. L'hôtel King David, cet attentat va avoir un retentissement énorme. Le responsable de cet attentat, de l'hôtel King David, c'est le même Shamir, qui deviendra lui aussi Premier ministre de l'État d'Israël, et à qui François Hollande a rendu hommage il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Puisqu'il vient de mourir. Donc, Hollande a rendu hommage à ce brillant homme qui est Shamir, qui est un criminel qui n'a pas fait que cela comme acte absolument odieux. Enfin, la liste serait longue. Alors là-dessus, comment les Britanniques, très rapidement, décident de remettre le mandat, devant l'impossibilité de régler la question de Palestine et devant l'hostilité des sionistes soutenus de plus en plus par les États-Unis et par les Soviétiques, on va le voir, décident de remettre leur mandat et décident de demander à l'ONU d'établir une commission d'enquête. Cette commission d'enquête qu'on appelle l'UNSCOP, elle va être constituée par l'ONU. Alors, je passe les détails, parce qu'il y a eu énormément d'actes au niveau de l'ONU, mais toujours est-il que cette commission d'enquête de l'UNSCOP, elle aboutit le 29 novembre 1947 à un débat suivi d'un vote aux Nations Unies sur une proposition de partage, de la Palestine. Donc on a entériné le diktat sioniste, à savoir que la Palestine ne doit pas connaître le sort de tous les autres pays du monde et se voir s'organiser un référendum général. Non, on accepte le point de vue sioniste, à savoir de constitution d'un État sioniste en Palestine. Rappelons-nous quand même les termes de la déclaration de Balfour, parce que c'est comme ça que c'est parti. La déclaration de Balfour disait national home, comme un foyer national, national home, en Palestine. Donc il n'était pas question d'État. Donc comment se fait-il qu'on en arrive à un État maintenant? Et donc par toute une succession de dénis de justice. Comme cela, progressivement. Donc c'est l'acte final. Ce vote des Nations Unies, ce vote aux Nations Unies, le 29 novembre 1947, on le sait, il va donner lieu à une proposition. Et là, il faut tordre le cou à une idée. L'État sioniste n'a pas été créé par les Nations Unies. L'État d'Israël n'a pas été créé par les Nations Unies. On voit ça écrit partout, c'est absolument faux. Les Nations Unies n'ont pas le droit de créer des États. N'ont pas le droit de créer un État.
Il n'y a nulle part dans la Charte des Nations Unies le droit de créer ou de défaire, d'ailleurs, un État. Ou de défaire un État. C'est une proposition de partage. Les Nations Unies peuvent faire des propositions. Et d'ailleurs, c'était fait au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, non pas au niveau du Conseil de sécurité. Et vous savez qu'aux Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui prend des décisions qui ont quelque sorte, qui peuvent être appliquées, y compris par la force. Mais là, c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. La proposition de partage de la Palestine. Rien n'obligeait les Palestiniens à accepter cette résolution. Alors déjà, au plan juridique, maintenant au plan historique et moral, bien évidemment, il y a d'autres arguments. Mais je le dis parce que souvent on dit les Palestiniens n'ont pas accepté. Mais à ce que je sache, je n'imagine pas les Français une seule seconde accepter le partage de la France qui serait décidé aux Nations Unies. Donc on n'arrive pas à comprendre comment tout d'un coup les gens trouvent étrange que les Palestiniens n'aient pas accepté le partage de leur patrie, d'autant plus que c'était un partage parfaitement inique, puisqu'il accordait aux sionistes qui possédaient, je l'avais dit l'autre fois, 6% seulement de la Palestine, il leur accorde tout d'un coup 55% du territoire, gratuit, cadeau. C'est extraordinaire. Au nom de quoi les Palestiniens auraient dû accepter? D'autant plus que, et là c'est aussi un point important, le problème, ce n'est pas uniquement la présence de sionistes en Palestine, la question de savoir de quelle façon ils sont présents. Sur un mode colonial, sur un mode de refoulement des populations indigènes. Et c'est ça qui est important de dire. On n'est pas dans le cadre d'une immigration comme la France la connaît aujourd'hui, une immigration qui au contraire est tout bénéfice pour l'État français actuel, on le voit bien. Et des gens qui, évidemment, se conforment totalement aux lois et évidemment payent leurs impôts, etc. Non, non, on a affaire à une masse de population qui arrive avec toute l'arrogance occidentale et qui disent « nous revenons prendre possession de ce qui nous appartient 15 siècles plus tard. C'est à nous. » On imagine? Voilà. Donc les Palestiniens étaient fondés à refuser ce plan de partage. D'un point de vue historique, ils sont palestiniens, ils sont chez eux, ils savent qui ils sont, ils n'ont pas besoin d'une décision à l'ONU pour savoir qui ils sont. Et c'est la raison pour laquelle les Palestiniens vont refuser de participer à la commission d'enquête de l'UNSCOP. Ils disent c'est absolument odieux, c'est indécent. Comment devrions-nous donner des preuves sur qui nous sommes, sur le pays où nous vivons, sur notre terre? C'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'on dit souvent les Palestiniens auraient dû participer, mais c'est absolument indécent. Non, les Palestiniens étaient absolument fondés à refuser ce plan de partage. Il était absolument inique, aucun plan de partage ne pouvait être accepté, et la concession des Palestiniens était de dire « nous voulons une Palestine unie ». Nous voulons, et c'était d'ailleurs déjà une concession énorme, compte tenu de ce qui s'était passé dans l'entre-deux-guerres, et la guerre qu'ils avaient subie, où les sionistes étaient aux côtés des Britanniques. Mais ils disaient « nous sommes prêts à ce qu'il y ait une Palestine unie, où tout le monde aura égalité de droits, etc. » Et le Haut Comité arabe, évidemment, faisait cette proposition. Cette proposition a bien sûr été écartée. Le vote a eu lieu, et là, on revient un petit peu sur la France. Le reste, on le connaît, je ne vais peut-être pas m'appesantir sur tout le reste, on l'avait vu aussi l'autre fois sur tout ce qui va être la Nakba, etc. Mais enfin, on le sait, hein, avec Der Yassin, avec l'expulsion, avec tout cela. Et on va focaliser, si vous me permettez, plus sur la France. Comment ça va être vu du côté français, pour comprendre le reste. Alors d'abord, sachant que la France a joué un très grand rôle dans ce vote aux Nations Unies. La France a même joué un rôle déterminant. On peut même dire que le vote de la France a eu une responsabilité. La France a une responsabilité historique dans la perte de la Palestine. Elle a eu une responsabilité historique. D'abord parce que son vote va entraîner le vote d'autres pays plus petits qui traditionnellement votaient comme la France. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis de nombreux siècles, depuis François Ier, hein, la France avait hérité dans la région de prérogatives, d'un certain nombre de droits. Donc il y avait un lien particulier. La France avait un droit de regard sur les chrétiens d'Orient. D'accord, la France avait un droit de regard sur les chrétiens d'Orient. C'était un accord qui avait été passé entre Soliman le Magnifique et François Ier, donc comme je l'avais dit. Et au terme de cet accord, la France pouvait intervenir dans la région, avait un droit de regard. Donc traditionnellement, la France, qui était considérée comme la fille aînée de l'Église, eh bien finalement, un certain nombre de pays qui étaient un petit peu d'inspiration catholique, eh bien regardaient souvent vers la France, lorsqu'il s'agissait de voter, lorsqu'il était question de Jérusalem, lorsqu'il était question de tout cela. Et donc on regardait un petit peu vers la France, et du coup, eh bien, le vote de la France était vraiment attendu. Au premier tour, alors, je passe les détails, au premier tour, ce fameux vote des Nations Unies, les sionistes n'ont pas obtenu la majorité.
et là il va y avoir une entorse totale au droit, c'est aussi un des nombreux dénis de justice qu'il va y avoir, on va refaire un second tour. Alors je vous passe les détails, on va refaire un second tour si vous voulez absolument aboutir à un résultat positif pour les sionistes. Donc un deuxième tour, alors que, il faut quand même le savoir, le projet sioniste a été rejeté dans un premier temps. Il a été rejeté. Et du coup, eh bien, la France va intervenir, prétextant d'aider, etc., d'aider à trouver une solution entre tout le monde. Elle va permettre qu'on ait un jour de délai, etc., et ce jour de délai va être mis à profit par les sionistes pour faire se retourner certaines délégations, au contraire. Et faire davantage de pression pour que certaines délégations changent leur vote qui était négatif en vote positif. Ce sera le cas notamment pour les Philippines, ce sera le cas pour le Libéria, ce sera le cas pour Haïti, avec des menaces concernant le Libéria, de la part de Firestone, le fabricant de pneus, de ne plus acheter les VA du Libéria pour faire les pneus. Enfin, ce qui était une des ressources principales du Libéria. Bon, on pourrait citer avec Haïti la menace de se voir supprimer les aides de la part des États-Unis. Si ces pays-là ne changeaient pas leur vote en vote positif. Enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Toujours est-il qu'au second tour, eh bien, la France, votant pour le plan de partage, elle va entraîner derrière elle un certain nombre de pays, notamment les pays du Benelux, un certain nombre de pays d'Amérique latine, qui vont voter comme la France. Et le vote va être acquis. Mais ce vote lui-même est un déni totalement. Si tant est qu'on puisse considérer qu'il était légal. Mais évidemment, du point de vue des Palestiniens, ce vote même était absolument illégal. Absolument illégal. Et c'est ce que Jamal Bey Husseini, qui est le représentant à l'ONU, dira. Et l'expression, elle sera la suivante. Ce qui vient de se passer aux Nations Unies est un des plus grands scandales politiques de toute l'histoire. Et il a raison. Parce que le problème, on a vu auparavant des peuples en arrière de haute prendre les terres, etc. Mais là, on va avoir un hold-up total sur une terre totalement avalisée par l'ONU, marqué du sceau. Alors en plus, marqué du sceau de la démocratie retrouvée, de la libération du monde du fascisme, du nazisme, de l'oppression. Et c'est ce tampon démocratique qui va être donné au rapt de la Palestine. Absolument inouï. Donc on peut imaginer l'état d'esprit des Palestiniens. On peut imaginer l'état d'esprit des Palestiniens absolument terrible. Terrible. D'autant plus qu'ils se retrouvent seuls. D'autant plus que les États arabes, qui normalement auraient dû les soutenir. Alors on va le voir très rapidement, hein, le 15 mai 48, 15 et 16 mai 48, lorsque les fameuses armées arabes interviennent en Palestine, eh bien en fait on se rend compte que ces fameuses armées arabes, elles sont complètement tenues par les impérialistes. Alors excusez-moi, là c'était des sergents britanniques pendus par les sionistes, enfin. Ça c'est l'hôtel King David, ça c'est l'Exodus, Exodus 47. Alors je m'arrête là-dessus. Ça, c'est une plaque qui est dans la ville de Sète, actuellement. Dans la ville de Sète, en France. C'est de là qu'est parti l'Exodus 47. C'est un hymne au projet sioniste. Et là, on va revenir sur la France. Hein. Donc, c'est un hymne. Alors, 4530 résistants, immigrés, clandestins. Alors, résistants, j'ai beaucoup aimé. D'où ça vient, ça? Alors, il faut expliquer quand même, parce que c'est absolument extraordinaire. La France va être le point de départ principal, avec l'Italie, sur la côte adriatique, de l'invasion de la Palestine. Deuxième point très important, la France va être le point de départ de l'invasion de la Palestine. C'est de France, c'est de la côte varoise que vont partir des dizaines et des dizaines de bateaux chargés d'immigrants vers la Palestine. Et d'où viennent ces immigrants? Ils ne viennent pas de France. Il y a très peu de juifs français qui vont immigrer en Palestine d'ailleurs. Très peu. L'immense majorité viennent, et là j'en dirai un mot, des camps de DP. DP, c'est les Displaced Persons, ce sont les camps de personnes déplacées. Ce sont les rescapés des camps de concentration, d'extermination, etc., qu'on va remettre dans des camps en Europe après la Seconde Guerre. Et l'objectif sioniste, eh bien, pour les sionistes, ces camps vont être le réservoir d'immigrants pour la Palestine. Ces camps sont situés en Allemagne, en Autriche et en Italie. Et à partir de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie, les immigrants, avec tout un système, toute une logistique mise en place par les sionistes, vont émigrer vers le sud de la France et s'embarquer sur des bateaux, en permanence, sans arrêt. Chaque nuit, des dizaines et des dizaines de bateaux vont partir. Et là, donc, Sète rend hommage au nom de l'amitié France-Israël, c'est extraordinaire, c'est très émouvant. Le 11 juillet 1982, c'est sous Mitterrand. Cette plaque a été mise. Alors, l'Exodus 47. L'Exodus, c'est le nom d'un bateau, ça c'est important, j'appelle ça le feuilleton de l'été 47. L'Exodus, alors que traditionnellement, c'était surtout les sionistes de l'Irgun, la France est une terre d'Irgun. C'est en France plutôt, le mouvement Irgun était beaucoup plus important que l'agence juive, encore. On va en dire un mot. Mais l'agence juive veut monter un gros coup.
avec l'Exodus 47, elle veut monter un gros coup, c'est au moment où la commission d'enquête de l'UNSCOP est en Palestine. Et le but est d'émouvoir les enquêteurs des Nations Unies avec un bateau d'immigrants qui serait refoulé par les Anglais et qui connaîtrait un sort difficile. Et ça va être le cas avec l'Exodus. Or ce bateau, le commandant Warfield, c'est son nom d'origine, au bateau, c'est un bateau qui voguait sur le Mississippi auparavant, hein, qu'on est allé chercher, qu'on a ramené, et on va le charger d'immigrants. La plupart ne savent même pas où on les mène. Officiellement, le bateau part pour l'Amérique latine, sur les papiers. En vérité, il part pour la Palestine. Et donc, la flotte britannique est au large de Sète, et elle tente à chaque fois d'arrêter les bateaux d'immigrants, évidemment. Ce qu'elle craint, c'est l'aggravation des guerres civiles en Palestine, évidemment. Elle sait qu'à chaque fois que des immigrants vont arriver, ils débarquent, on leur donne un fusil, puis voilà, ça fait des combattants de plus. Donc du coup, les Britanniques ont très bien vu l'Exodus 47, rebaptisé Exodus 47. Ils vont l'arrêter, les sionistes le savent, le but est d'émouvoir le monde entier. Donc ça aura un grand retentissement, ça se passe au cours de l'été 47, le timing a été vraiment très très bien organisé, on a attendu que le Tour de France soit terminé, etc. Je suis absolument sérieux, hein, c'est pas une plaisanterie. On a attendu que le Tour de France, qui était un énorme événement à l'époque, hein, le Tour de France cycliste, soit terminé pour lancer l'opération. Le but est que ce bateau arrive au large de Haïfa au moment où la commission d'enquête sera à Haïfa. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc un grand émoi dans le monde, laisser passer les immigrants, etc. La presse française est vraiment complètement en adoration devant ce grand mouvement. Je dis bien toute la presse française, toute la classe politique française, on va le dire à 4-5 exceptions, mais véritablement, on va en dire un mot là-dessus. Et donc, tout le monde est absolument en admiration devant ce miracle historique de ces juifs qui retrouvent leur patrie. Entre parenthèses, on est bien content de s'en débarrasser. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est la vérité, le problème, il est là. C'est que le sionisme en France va être le fruit à la fois, et là on va revenir un petit peu à ce qui se passe en France, va être à la fois le fruit d'un antisémitisme endémique, qui n'a jamais été démenti, et d'ambition coloniale française. Ce sont les deux motifs de la décision française de soutien au sionisme. Toutes les histoires sur une repentance concernant les souffrances subies par les Juifs, etc., ne résistent pas du tout à l'examen des faits, ni des documents. En aucune façon. En 1945, la grande majorité des Juifs français n'ont pas du tout l'intention d'émigrer en Palestine. Mais alors pas du tout, du tout. Il y a des personnalités très sionistes, comme Léon Blum, évidemment. D'ailleurs, il va jouer un petit rôle dans la décision française, mais bien que les Français avaient déjà choisi. Mais les deux raisons, eh bien, sont d'abord la question des Juifs, et notamment des personnes déplacées. Ces personnes déplacées étaient un vrai problème. Il y a en 1945, en Europe, 1,5 million de personnes déplacées. Parmi ces 1,5 million, il y a 250 000 Juifs à peu près. Il n'y a pas que des Juifs, hein. Ils sont dans des camps. Et le problème, c'est qu'ils ne vont pas retourner dans leur pays d'origine. On peut le comprendre, Pologne et autres, on peut le comprendre. Mais la grande majorité d'entre eux voudraient émigrer vers les États-Unis, l'Australie et des pays comme cela. Les États-Unis vont fermer leurs portes totalement à ces immigrants. Autre parenthèse, point très important, avant la Seconde Guerre, les États-Unis ont fermé leurs portes aux réfugiés juifs. Seuls quelques milliers triés sur le volet, des gens comme Einstein, etc., pourront effectivement gagner les États-Unis. Mais une chose qu'on ne dit pas assez, les portes de l'immigration en Occident ont été fermées aux réfugiés juifs. Et tout le monde a en tête ce bateau de réfugiés juifs qui arrive à New York et que Roosevelt va forcer à partir en Allemagne. Ils seront envoyés dans les camps d'extermination. Absolument. Des exemples comme ça, il y en avait énormément. Donc, l'Occident a fermé ses portes aux réfugiés juifs avant la Seconde Guerre, et il les ferme encore aux réfugiés juifs après la Seconde Guerre, pour qu'il n'y ait que la Palestine comme issue. Donc, en réalité, on est là devant un des aspects fondamentaux. La Palestine a été imposée aux réfugiés juifs. Des sondages sont faits, notamment par le général Morgan. Le général Morgan, c'est le général britannique qui a en charge les camps de personnes déplacées en Europe. Un sondage est fait et l'immense majorité des réfugiés voudraient partir vers les États-Unis, etc. Pas possible, niet, impossible, vers la Palestine. Et ça vous donne l'Exodus. L'immense majorité des gens qui étaient dans l'Exodus ne savaient même pas où on les menait. On va leur imposer, parce qu'il y a un encadrement sioniste très important à l'intérieur. Là, c'est une fois que le bateau a été arraisonné au large de Haïfa. Hein, d'accord ? C'est pour ça qu'on voit de la police militaire britannique sur les ponts. D'accord ? Mais l'immense majorité ne savait même pas où on les conduisait.
il y aurait sur cette histoire de l'Exodus, qui a fait couler beaucoup d'encre, énormément à écrire, mais c'est incroyable. Ça, c'est une chose. On a peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur des personnes déplacées? Des personnes qui ont vécu comme ça, dans des conditions atroces pendant des années. On a peur que ces personnes soient relâchées dans la société comme ça. Et des troubles que cela pourrait créer. Donc il faut absolument les contenir. Et le mouvement sioniste est justement là pour dire, rassurez-vous, nous on va les contenir, nous on va s'en occuper. Aidez-nous à les emmener en Palestine. Et c'est exactement ce qui va se passer. Exactement ce qui va se passer. Donc la question des personnes déplacées. Il y a des articles de journaux là-dessus, on dit mais c'est très inquiétant, vous vous rendez compte, remettre ces gens-là dans la société en circulation, c'est un problème, on a vraiment peur de cela. Ça c'est une chose. Et le deuxième aspect pour la France, c'est la question coloniale. Et alors là, c'est fondamental. Alors là, c'est absolument fondamental. C'est, on va dire, ce qui a toujours été caché. Et là, s'il y a vraiment quelque chose qui a été caché, c'est cette affaire. Qu'est-ce qui fait que la France va voter le plan de partage? Alors que la France avait un conflit avec les sionistes. La question de Jérusalem, parce qu'il y a des propriétés françaises à Jérusalem. Au plan religieux, il y a Notre-Dame de France, etc. Et les sionistes n'étaient pas du tout prêts d'ailleurs à accepter les demandes françaises en ce sens. Qu'est-ce qui va faire que les Français vont voter le plan de partage? C'est la question coloniale. L'administration française, la direction française est partagée entre le ministère des Affaires étrangères et, on va dire, la présidence, etc. La présidence, donc Vincent Auriol, le gouvernement, sont majoritairement, évidemment, pro-sionistes. Le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Bidault, Georges Bidault, MRP, l'équivalent de la démocratie française, de la démocratie chrétienne à la française. Bidault qui deviendra un ultra d'Algérie française d'ailleurs par la suite. Il a en charge le ministère des Affaires étrangères et la question des colonies. Ministère des colonies. Très important pour la France, la question coloniale. Ce sont les colonies qui permettent à la France de se relever après-guerre. Ce sont les colonies qui permettent à la France d'obtenir un strapontin au Conseil de sécurité. Ce sont les colonies qui permettent à la France de ne pas être un pays vaincu, mais un pays vainqueur. L'illusion du pays vainqueur. C'est ce qui explique d'ailleurs la terrible répression coloniale qu'il va y avoir en France à la Libération. On l'a vu déjà avec le Vietnam, Haiphong, etc. On l'a vu avec Sétif en Algérie, Sétif également en Algérie. On le voit au Maroc, on va le voir à Madagascar en 47, 80 000 morts. 80 000 morts à Madagascar en 47. Hein. Partout, la répression française, la répression coloniale est absolument atroce. Pourquoi? La France sait que si elle n'a plus ses colonies, elle n'est plus rien. Donc du coup, la question coloniale est fondamentale. Et je vais juste rappeler une petite anecdote qui est absolument qui est révélatrice. La veille du plan de partage, dans un premier temps, la France s'était abstenue. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle s'est abstenue parce que Georges Bidault avait très peur de la réaction hostile des musulmans d'Afrique du Nord. C'est pas une vue de mon esprit, il a écrit, il le disait, il l'écrivait sans arrêt. Sétif également venait de se produire, donc on a très peur de relancer l'agitation. Et alors Bidault, il dit, il ne faut pas que la France soit en flèche sur le dossier de la Palestine, parce que sinon cela va relancer l'agitation en Afrique du Nord. Toute la presse nationaliste en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, tirait à boulet rouge, sans arrêt, sur le projet d'État sioniste. Sans arrêt. Il y avait des manifestations, etc. Et la France avait très peur de cela. Donc du coup, eh bien, Bidault disait, il faut calmer le jeu. Il faut que la France ait une position modérée, neutre sur la question, donc s'abstenir. La France est donc abstenue. La veille du second tour, craignant que la France s'abstienne à nouveau, eh bien, les pro-sionistes du gouvernement vont se mobiliser. Alors, Léon Blum n'est pas au gouvernement à l'époque, mais il a encore une grande aura, il est revenu de captivité, après la seconde, comment il était en captivité pendant la guerre, etc. Il a encore une grande aura auprès des socialistes, et puis n'oublions pas que les socialistes sont prééminents à l'époque en France, hein, au niveau gouvernemental. Et il y a cette anecdote que raconte Vincent Auriol, le président français, très raciste d'ailleurs, très raciste lui-même, dans son journal du septennat, il le dit lui-même, on trouve son journal du septennat à Beaubourg, bibliothèque de Beaubourg si vous voulez, il raconte, il dit comment Léon Blum m'appelle en pleine nuit, très inquiet, et il me dit, Alexandre Parodi, c'est le représentant français aux Nations Unies. Alexandre Parodi, sur les ordres de Bidault, s'apprête encore à s'abstenir. Et il a cette phrase qui est extraordinaire. À elle seule, elle vaut toute la discussion d'aujourd'hui. Il a cette phrase, Blum, il dit à Auriol, « Rien ne serait plus dommageable pour notre domaine d'Afrique du Nord qu'une victoire arabe en Palestine. »
fait le lien directement entre l'Afrique du Nord et la Palestine. Rien ne serait plus dommageable. Pourquoi? La Ligue arabe vient de se constituer. On est convaincu que derrière tous les troubles en Afrique du Nord, il y a la Ligue arabe. En même temps, c'est faux et vrai en même temps. C'est-à-dire qu'au Caire, effectivement, toute la direction nationaliste du Maghreb se trouve au Caire à l'époque. Il y aura bientôt Abdelkrim Khatibi, d'ailleurs, qui a brûlé la politesse aux Français, donc Abdelkrim le Rifin, qui est également au Caire. D'ailleurs, qui envoie des télégrammes à la France, menaçant de tout, si jamais la France vote pour le partage, etc. J'ai vu donc ces télégrammes. Donc du coup, eh bien, on est convaincu que si jamais les Palestiniens l'emportent en Palestine, et si le projet sioniste en Palestine échoue, eh bien cela va être un énorme encouragement pour les nationalistes du Maghreb. A l'inverse, si les Palestiniens sont mis en échec en Palestine, si les Arabes sont mis en échec en Palestine, eh bien on pense que cela va complètement déprimer les nationalistes au Maghreb. Le lien est totalement fait. D'autant plus que, je le dis maintenant, mais les liens étaient déjà très importants entre le Maghreb et la Palestine. Il faut quand même savoir, si vous ne le savez pas, qu'il y aura des milliers de volontaires maghrébins qui vont aller se battre en Palestine, en 47-48. Au moins 3000 qui sont répertoriés. 3000 volontaires maghrébins du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, qui vont braver les frontières des protectorats et de la colonie pour aller en Palestine, se battre. La grande majorité seront arrêtés par les Anglais aux frontières et remis aux Français systématiquement. J'ai eu l'honneur, il y a très longtemps, dans les années 80, de rencontrer un Algérien qui, à l'époque, était gardien de nuit à Sud Aviation et qui avait combattu en Palestine en 47-48. C'est comme ça que j'avais connu cette histoire. Totalement tombé dans l'oubli. Mais c'était extrêmement important. Je veux dire, c'était pas rien. Là-dessus, alors que la France entière vibre à l'unisson, vibre au son des hymnes sionistes, l'immigration maghrébine en France, bien évidemment, est très remontée contre le projet sioniste. Et il faut savoir qu'au moment de l'exodus, dont je parlais tout à l'heure, il va y avoir des affrontements du côté de Sète entre les dockers maghrébins et les dockers français. Les dockers français de la CGT et du Parti communiste qui soutiennent le mouvement sioniste. Qui le soutiennent à 100%. Et les ouvriers maghrébins, les dockers, qui s'opposent au chargement d'armes à destination des sionistes en Palestine. Et on a des faits, et on connaît quelqu'un d'ailleurs qui a vécu cet épisode, mais c'est extrêmement important. Donc là-dessus, la question de comment Bidault, pour Bidault, il faut surtout être en retrait. Et donc, le coup de téléphone de Blum, je ne pense pas que ce soit le coup de téléphone de Blum qui ait convaincu Auriol, parce qu'Auriol était déjà convaincu. Auriol qui était connu pour ce racisme anti-maghrébin, mais absolument. Hein. Auriol qui qualifiait les députés Beni Oui d'Algérie, à l'époque, de fanatiques musulmans. Il faut le faire, quand on sait qu'ils étaient, hein, l'équivalent de... Enfin, on va pas donner de nom. Bip, bip, bip. Donc, voilà. Donc, toujours est-il que là-dessus, eh bien, il faut quand même savoir. La question coloniale est fondamentale. Et c'est là le motif réel. D'ailleurs, toute la suite va le démontrer. Alors, concernant les Juifs de France, ils n'ont jamais montré un grand enthousiasme pour le projet sioniste. Et d'ailleurs, ces Juifs de France, ils craignent une chose en 1945, c'est qu'on leur impose la Palestine et qu'on leur demande de quitter le territoire. Et là, on est devant quelque chose d'extraordinaire. Le combat de la résistance, c'était quoi le combat de la résistance concernant la question juive? Si tant est qu'il y a une question juive, je veux dire, ce sont les fascistes qui ont imposé cette question juive, on est bien d'accord, il n'y a pas de question juive sinon, en tant que telle. C'est l'antisémitisme qui impose cette question. Bon, mais le but des démocrates et des résistants, ça consiste à dire les Juifs sont citoyens français. Et tous les Français sont des citoyens, quelle que soit leur origine, hein, dans la foulée de tout ce qui a été mis en œuvre au moment de la Révolution française, 1789, et tout et tout. Bon. Et que se passe-t-il tout d'un coup? Eh bien, dans ces années d'après-guerre, eh bien, il y a un tel engouement pour le sionisme qu'on est en train d'appliquer et d'imposer quelque part aux Juifs une lecture nationalitaire de l'histoire, et je le dis bien, la grande majorité des Juifs de France, mis à part certaines élites autour de Léon Blum et autres, ne souhaitent pas spécialement aller en Palestine. D'ailleurs, ils n'y vont pas. La Palestine, c'est surtout pour tous les déshérités d'Europe centrale, qui sont dans les camps de réfugiés. Mais les Juifs de France ne sont pas dans les camps de réfugiés de DP. Donc du coup, il y a une grande crainte par rapport à cela. Et l'Humanité, journal de l'Humanité, très pro-sioniste après-guerre, toute la gauche est sioniste, l'extrême gauche est sioniste. Le journal de l'Humanité qui, au moment de l'Exodus, va titrer « Un peuple sans nation n'est pas un peuple ». Un peuple sans État n'est pas un peuple.
les Juifs deviennent un peuple au sens historique du terme, ils doivent se doter d'un État. Imaginez la position du Juif français qui est là, qui est installé, qui s'apprête simplement à retrouver ses droits de citoyen, sa vie de citoyen, et qui l'espère, alors que tout le combat de la résistance consistait à dire l'antisémitisme qui met les Juifs à part de la nation est une aberration, et bien là, on a tout d'un coup des gens qui vous disent non, non, les Juifs doivent effectivement avoir leur État. Est-ce que vous comprenez? La contradiction, elle est énorme. Elle est énorme. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, beaucoup de Juifs sont extrêmement inquiets. Alors moi, je peux citer des exemples. Je pourrais citer notre ami Maurice Rachfus qui le dit, qui dit en 1945, l'État d'Israël, c'était pas mon affaire. Mais on va citer Jean Daniel du Nouvel Observateur. J'ai retrouvé une vieille interview de Jean Daniel qui dit, à l'époque, en 1947-1948, l'État d'Israël, il dit en gros qu'il était contre, il dit, il me semblait porter sur les ailes du colonialisme. Le semblait, on adora le semblait, mais c'est quand même bien. C'est-à-dire que même à l'époque, quelqu'un comme Jean Daniel, qui n'est quand même pas le représentant de la Palestine aujourd'hui, eh bien, voilà. Et ça, c'est vraiment la grande majorité des Juifs de France, l'immense majorité des Juifs de France, n'étaient pas sionistes. Qui est sioniste? Eh bien, toute la gauche, ultra-sioniste, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, très sioniste. Jean-Paul Sartre, à l'époque, il fait partie d'une organisation qui s'appelle qui est l'équivalent français du Comité hébreu de libération nationale, qui est la Ligue française pour une Palestine indépendante. Une Palestine sioniste, hein, évidemment. La Ligue française pour une Palestine indépendante. Et dans ce comité, il y a tout le monde. Alors on trouve des gens qui aussi, on ne trouve pas que des gens de gauche, on trouve des gens qui, pendant la guerre, ont eu de très bonnes relations avec les autorités allemandes, voire on fait de la collaboration. On trouve des artistes français, alors évidemment, même si on les aime bien en tant qu'artistes, mais des gens comme Sacha Guitry, comme Louis Jouvet, dans cette ligue, des écrivains comme Jules Romain. Tout le monde était la Ligue française pour une Palestine indépendante. En 1947-1948, être progressiste, c'est être sioniste. Et donc on trouve également Jean-Paul Sartre. Alors Jean-Paul Sartre, qui en plus est proche, Jean-Paul Sartre, donc de cette Ligue française pour une Palestine indépendante, qui n'est pas le mouvement modéré, qui n'est pas du tout la partie modérée des sionistes, qui est la partie extrémiste de l'Irgun, de Shamir. Et Jean-Paul Sartre distribuait un tract à l'époque, des armes pour les Hébreux. Des armes pour les Hébreux, où il demande que la France arme les Hébreux, parce que c'est comme ça qu'ils appellent les sionistes. Hein. Voilà. Entre parenthèses, Lord Moyne sera assassiné parce que peu de temps auparavant, à la Chambre des communes, il avait déclaré qu'il n'y a aucun lien entre les personnes de confession juive et les anciens Hébreux. C'est juste à la suite de cela qu'il est assassiné. Alors, c'est pas uniquement pour cela, hein, mais c'est intéressant de voir. Il venait de dire une vérité, Lord Moyne, absolument. Bon, toujours est-il que Sartre, lui, pense pas ça, et Sartre, au contraire, à l'époque, il proclame des armes pour les Hébreux. Albert Camus, bien sûr. Albert Camus, qui va préfacer un livre qui s'appelle Let My People Go. C'est un livre à la gloire de l'Exodus, à la gloire de l'immigration vers la Palestine. Et Jean-Paul Sartre reproche à Camus de ne pas être assez radical en sionisme. Hein, lui et Simone de Beauvoir ont cette expression manque de souffle en parlant de la préface d'Albert Camus. Enfin, tout ça pour vous dire que la France entière est sioniste. Toute la presse, l'extrême gauche également. Tous ces gens qui, effectivement, ont fait de la résistance. Tous les stocks d'armes de la résistance, des FTP, des francs-tireurs partisans, qui sont encore cachés. On a encore beaucoup de stocks d'armes en France en 45, 46, 47. Ces stocks d'armes sont donnés au mouvement sioniste, sont envoyés au mouvement sioniste. Alors, il faut quand même dire un mot sur Louis Massignon, bien sûr, la personnalité de Louis Massignon, qui va être et le journal Témoignage chrétien, qui vont être, on peut dire, les deux rares Témoignage chrétien, l'admirable journal Témoignage chrétien, qui a défendu les Juifs pendant la guerre, qui a combattu l'antisémitisme, et qui, après-guerre, eh bien, défend les Palestiniens. Et il le dit, et rendons hommage à Montaron, Georges Montaron, que je n'ai pas eu l'honneur de connaître, mais enfin, voilà, qui est mort maintenant, c'était lui qui, à l'époque, était à Témoignage chrétien. Rendons hommage à ce journal Témoignage chrétien, qui, je le crois, a été un des rares journaux français à avoir sauvé l'honneur de la presse française, et Louis Massignon, qui a été un des rares à sauver l'honneur de la classe intellectuelle française. Parce que eux seuls vont dénoncer ce qui se passe, cette aberration où un peuple est en train d'être écrasé au nom de la démocratie. Alors le reste, je ne vais pas m'appesantir sur tout ce qui va se passer sur la Palestine, la Nakba, etc. Sur la France, alors on a vu dans un premier temps que donc ce mouvement sioniste est conditionné, soutenu par le gouvernement français pour des raisons coloniales, et Israël va remplir son rôle d'adjoint colonial de l'impérialisme, avec quelques exemples que je vais prendre. Et puis l'autre aspect, c'est l'aspect immigration, dont je le dis, ça on l'a vu. C'est que pour beaucoup, finalement, ce qui se passe avec l'État sioniste, c'est une façon de dire, mais finalement, il suffisait de le dire. Si c'était que ça, créer un État juif, on aurait été d'accord. Tous ces collaborateurs, pendant la guerre, en fait, désiraient qu'une chose, c'est que les Juifs partent de France.
Dans les années 30, les étudiants fascistes à Paris, au quartier latin, à côté, criaient les Juifs hors de France. Et les sionistes répondaient oui, les Juifs hors de France, en Palestine. Donc on voit en 45-46 que cette espèce de convergence se réalise finalement. Finalement, elle se réalise. Donc, désormais, le mouvement sioniste est implanté en France et désormais, il va absolument remplir sa fonction d'adjoint du colonialisme. Alors, je prends l'exemple de la France, on aurait pu prendre l'exemple des États-Unis, de l'URSS, on aurait pu s'arrêter sur pourquoi l'URSS a soutenu le projet d'État sioniste, parce qu'elle pensait, on est en pleine guerre froide, hein, c'était pour l'URSS une façon de s'introduire au Moyen-Orient. Erreur colossale, bien évidemment. À partir des années 50, l'URSS va changer de position, mais rappelons que dans l'entre-deux-guerres, Staline était contre l'État sioniste, absolument. Et si en 45, 46, 47, il se prononce pour l'État sioniste, puisque vous savez que l'URSS va être le premier État à reconnaître l'État d'Israël, avant même les États-Unis, hein. D'accord, au moment de la proclamation le 15 mai 48, c'est vraiment pour des raisons de stratégie, le Parti communiste français, lui aussi, va se mettre à l'unisson de ce pro-sionisme total. Reprenons les unes de l'Humanité d'époque, vous verrez. Alors, toujours est-il que les États-Unis, eh bien, on l'a vu, les États-Unis, c'est aussi pour des raisons électorales. Truman veut se faire réélire. D'ailleurs, Truman, il dira, il se trouve que j'ai des milliers d'électeurs juifs et ils ne sont pas arabes. Voilà, donc c'est clair. Truman dit pourquoi il soutient l'État sioniste. Il y a un moment où il a failli y avoir un revirement, où les États-Unis, devant l'âpreté des combats, parce que jusqu'au mois de mai-juin 48, bon, les Palestiniens ont été défaits dans un premier temps, on l'avait vu l'autre fois avec la mort d'Abd al-Husseini, etc. et tout cela, mais lorsque les armées arabes entrent en lice, le 16 mai 48, rappelons qu'elles entrent en lice, d'abord pour empêcher ce que tout le monde voit, l'expulsion des Palestiniens, et sur la pression des opinions arabes. Pas du tout parce que ces régimes arabes seraient très-sensibles à la cause palestinienne, mais d'abord sous la pression des opinions arabes qui manifestent massivement par centaines de milliers dans toutes les villes du monde arabe. Et ils vont contraindre ces régimes arabes à intervenir. Mais rappelons-le, tous ces régimes arabes sont tenus par l'impérialisme. L'armée la mieux équipée de tous, c'est l'armée transjordanienne, d'Abdallah de Transjordanie. Et il faut savoir que le chef de l'armée de Transjordanie est un Anglais, c'est Gluck Pacha. Donc ça ne pourra pas aller loin. Hein. D'accord ? On a l'armée égyptienne, l'Égypte est un semi-protectorat britannique encore, à l'époque. Donc qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester surtout des volontaires, etc. Donc l'affaire ne pouvait pas aller loin. Et on sait qu'il y a eu une entente entre l'émirat de Transjordanie, Abdallah, très précisément, et les sionistes, pour que Abdallah ne dépasse pas Jérusalem. C'est prouvé, hein ? C'est absolument prouvé. C'est la raison pour laquelle Abdallah sera assassiné d'ailleurs. Il sera assassiné en 49. Bon, toujours est-il que cette question du sionisme, en tant qu'allié du colonialisme et de l'impérialisme, ne va jamais se démentir. Et concernant la France, eh bien, ça va être très clair dans les années qui vont suivre. 56, Suez. Là, on va voir que le mouvement sioniste va être encore aux côtés du gouvernement français. Alors, entre parenthèses, il est assez intéressant de voir que moins de 10 ans après la véritable guerre entre les sionistes et l'Empire britannique, ils sont réconciliés. Ils sont réconciliés. Et en 56, on a les Britanniques, les sionistes et les Français qui sont ensemble contre l'Égypte de Nasser. Comme quoi, finalement, c'était pas grand-chose. Hein, on sait. Donc, comme quoi Israël est bien à sa place, désormais. Et en 56, l'agression tripartite contre l'Égypte, va voir le mouvement sioniste aux côtés de la France. Alors, on le sait, c'est en échange d'une aide nucléaire de la France à Israël. Donc, la France, vous le savez, a une grande responsabilité dans l'introduction du nucléaire au Moyen-Orient. La France a donné le secret de la bombe atomique, et a aidé plutôt l'État d'Israël à se doter de la bombe atomique, en échange d'une participation à l'agression contre l'Égypte. Israël n'avait pas besoin de ça, mais ça a été le petit plus. Et c'est comme ça, c'est grâce à la France que le nucléaire a été introduit dans la région du Moyen-Orient. Ça aussi, c'est très grave. C'est Guy Mollet. Guy Mollet, on est en pleine guerre d'Algérie. L'État d'Israël va être un fidèle soutien de la France dans cette guerre d'Algérie. Non seulement par l'agression tripartite, parce que le but de l'agression contre Nasser est aussi de couper le soutien à la rébellion algérienne, à ce que la France appelle la rébellion algérienne, hein, l'Égypte étant un des principaux soutiens du FLN algérien. Donc le but est de punir Nasser, de renverser Nasser, et d'en finir avec, pense-t-on, avec la résistance en Algérie, d'accord ? En privant l'Algérie, enfin les révolutionnaires algériens de leur principal soutien. Deuxième élément, l'État d'Israël va intervenir même plus directement en Algérie, puisqu'on le sait maintenant, un général israélien qui a écrit ses mémoires l'a révélé, nous étions à Constantine en 56.
Le Mossad était à Constantine, l'organisation Misgaret du Mossad était à Constantine en 1956. D'ailleurs, le beau-père d'Enrico Macias, Raymond Léris, que l'on présente toujours comme ayant été un pauvre musicien juif algérien, lâchement abattu par le FLN algérien, ben, il faut savoir que Raymond Léris s'était déjà rendu en Israël à l'époque et qu'il assurait le lien. C'est-à-dire que le but était d'organiser la communauté juive algérienne pour deux objectifs. D'abord, la défense de la colonisation en Algérie et le soutien à Israël. Et c'est là qu'il faut trouver l'explication de son exécution. En 1956, il y a eu une émeute, enfin un massacre d'Arabes à Constantine. Il y a eu un massacre d'Arabes à Constantine, et ce massacre d'Arabes à Constantine, selon certains, et même certains éléments très précis, aurait été fait en collaboration avec des agents israéliens, qui ont aidé à organiser la communauté juive, dans un sens malheureusement colonial et sioniste. Ça n'a pas été le cas dans le reste de l'Algérie, forcément, à l'ouest notamment, où les juifs d'Oran, d'ailleurs, récemment, je dis ça parce que récemment, il faut quand même savoir que toute cette histoire est encore vivante. Hein. Et l'association des juifs de Constantine, aujourd'hui, qui a tenu son premier congrès à Jérusalem occupée, excusez du peu, et qui a comme conseiller historique Benjamin Stora. Benjamin Stora, c'est le conseiller historique. Ce sont eux qui demandent à l'Algérie le remboursement de millions d'euros pour tout ce qui a été perdu en Algérie par eux. Enfin bref, je refais la parenthèse, c'est assez intéressant de savoir cela. Et toujours est-il que cette association, eh bien, et surtout cette association, n'a jamais soutient Israël aujourd'hui, et est vraiment dans la continuité de ce qui se passait déjà à l'époque, en 1956. Alors, l'association des Juifs d'Oran est totalement opposée à cela, et a même dénoncé récemment l'aventurisme de ces gens-là. Alors, j'en reviens à mon idée. Donc, la guerre d'Algérie va être l'occasion d'un soutien renouvelé du mouvement sioniste à la colonisation. Et ensuite, alors on ne va pas s'arrêter là-dessus, ça sera la parenthèse, enfin, ça sera la séquence gaullienne, on va dire. Alors, De Gaulle a-t-il eu une position pro-arabe ou non? A-t-il mené une politique pro-arabe? Sans doute a-t-il voulu se démarquer parce qu'on est en pleine guerre froide. Et dans les années 60, les États-Unis, alors ça c'est aussi intéressant, les États-Unis vont se rendre compte de l'intérêt qu'Israël représente dans la guerre froide contre l'URSS. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Il faut lire l'excellent livre de Israel Finkelstein, L'industrie de l'Holocauste, hein, qui raconte tout cela. Il raconte comment, bizarrement, les États-Unis qui n'ont pas été très sensibles à la question de l'antisémitisme, où il y avait un gros antisémitisme, d'ailleurs aux États-Unis, il y avait un gros antisémitisme, hein, il faut savoir, jusque dans les années 60-70, eh bien, comment tout d'un coup ils découvrent Israël dans les années 60 ? Ils découvrent Israël dans les années 60 parce qu'ils se rendent compte dans les années 60 qu'Israël eh bien, est un très bon soutien dans cette guerre froide. Mais ce n'était pas forcément le cas auparavant. Donc voilà, donc, concernant la France, on en arrive à l'idée, et les années Mitterrand vont être déterminantes. Le soutien à l'État d'Israël va s'affirmer de plus en plus. Les oripeaux de la politique gaulliste vont être abandonnés par les Giscard, et autres, et on se souvient même de la saillie de Raymond Barre, de l'incroyable sortie de Raymond Barre concernant les Français innocents qui auraient été tués lors de l'attentat de la synagogue Copernic. C'est absolument incroyable, ça montre bien le niveau de l'époque. Et avec Mitterrand, la France va affirmer encore davantage son pro-sionisme, et on le voit bien. C'est Mitterrand qui va faire ce qu'est le CRIF aujourd'hui. Et je suis toujours un petit peu étonné quand les gens pensent que, par exemple, le CRIF de tout temps a été... Non, le CRIF avant les années Mitterrand, c'est rien du tout. Le CRIF avant... D'ailleurs, quand Raymond Barre a cette fameuse sortie, disons-le antisémite, disons-le vraiment antisémite, eh bien, le CRIF proteste, mais bon, finalement, ça va pas plus loin que cela. Et c'est sous Mitterrand qu'effectivement le CRIF va être doté de moyens beaucoup plus importants. De ce point de vue, le communautarisme que Mitterrand va encourager est un communautarisme qui là aussi est venu d'en haut. Il n'est pas venu forcément des populations juives. Alors il y a beaucoup de choses qui vont faire que malheureusement, eh bien, beaucoup des gens qui se retrouvent dans le CRIF vont se retrouver sionistes. D'abord, il y a la désaffection des idées de gauche, progressivement, enfin les idées de gauche, même si la gauche était sioniste, hein, mais toujours est-il que la grande majorité des Juifs de France étaient au Parti communiste, enfin de ceux qui s'engageaient étaient au Parti communiste ou à l'extrême gauche.
Et avec l'effondrement de toute l'idéologie de gauche dans les années 80, l'effondrement de l'URSS, c'est évident que cela va porter un coup sévère. Cela va porter un coup sévère. Et donc là, c'est un débat qui est ouvert, mais l'idée principale, c'est que aujourd'hui, eh bien, il faut bien considérer que le sionisme n'est, contrairement à ce que disent aussi bien les sionistes eux-mêmes que des antisémites, que certains antisémites, très connus, sur la place parisienne aujourd'hui, ce sionisme a bel et bien été parachuté d'en haut. C'est-à-dire que dans leur évolution, les Français juifs n'avaient pas spécialement envie du sionisme, il faut vraiment avoir ça en tête, et on l'a vu tout au long de ce parcours, à chaque étape, il a été progressivement imposé. Aujourd'hui, il est hégémonique, mais il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Par essence, rien ne permettait de penser que les Juifs allaient devenir sionistes, réellement. Et il a fallu tout ce concours de circonstances, cet antisémitisme terrible, et cette politique coloniale, qui fait qu'Israël est réellement le représentant de l'Occident, de l'impérialisme occidental, dans la région du Moyen-Orient. Alors, un autre élément qui va être déterminant dans ce tropisme pro-sioniste en France, ça va être la fin des indépendances, lapsus pas mal aussi, la fin de la colonisation, les prétendues indépendances, notamment au Maghreb. Et il est évident que l'arrivée dans les années 60 en France d'une grande population, d'une population qui part d'Algérie et avec une population juive d'Algérie, donc des Algériens, mais qui vont être instrumentalisés, et Enrico Macias est un bon exemple de cela, qui vont être instrumentalisés dans un sens colonial, eh bien, cette arrivée de populations qui ont un certain dépit par rapport au colonialisme, par rapport à la période coloniale, qui pensaient avoir été blanchis, entre guillemets, pendant cette période coloniale. Il y a eu le décret Crémieux, il y a eu tout cela, et donc toute une population qu'on a arrachée à leur culture d'origine, à leur identité maghrébine d'origine, eh bien, se retrouve en France avec tout un pathos, avec tout un dépit, et voyant chez les Arabes, les musulmans, eh bien, l'ennemi qui les a chassés, c'est l'interprétation qu'ils font, l'ennemi qui les a chassés de la colonie algérienne. Et il est évident que cela, eh bien, va ajouter à ce pro-sionisme, où le sionisme apparaît aussi aujourd'hui comme un moyen de s'opposer, de régler des comptes avec les anciens indigènes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le président du CRIF, l'ancien président du CRIF, Kuckerman, enfin l'actuel aussi, l'ancien et l'actuel président du CRIF, Kuckerman, a eu les sorties que l'on sait sur les musulmans, concourant totalement à l'islamophobie ambiante. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, il y a un lien. Lorsque l'on secoue le cocotier raciste, eh bien tout vient avec. Tout vient avec. Donc voilà un petit peu cette histoire. Donc la question du sionisme c'est d'abord la question de l'impérialisme. C'est d'abord la question de l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui a fait le sionisme. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les développements politiques. Avec la question de l'affrontement, de l'Iran et même dans la région du Moyen-Orient. Il est évident que pas une seule seconde l'État d'Israël ne peut tenir s'il n'a plus le soutien des États-Unis. Je dis bien pas une seule seconde. Et un détail qui me revient, lorsqu'il y a eu l'agression contre Gaza, il y a quelques années, 2009, lorsqu'il y a eu l'agression contre Gaza, on se souvient qu'à un moment, l'armée israélienne est désemparée. Parce qu'elle demande aux États-Unis si elle peut utiliser les stocks d'armes américains qui sont en Israël. Pour mener simplement une offensive contre Gaza, c'est rien du tout, eh bien Israël panique au bout d'un moment parce qu'elle n'a plus assez de munitions. Et il demande aux États-Unis d'utiliser les stocks stratégiques qui sont américains, parce que vous savez qu'il y a des stocks stratégiques américains en Israël, qui appartiennent aux Américains, qu'Israël n'a pas le droit d'utiliser, sauf permission américaine. C'est extraordinaire. Simplement pour mener une guerre comme ça, une offensive, on a besoin du soutien américain, simplement pour les munitions. Donc je dis simplement une chose. Si demain la politique étrangère, par hasard, par pur hasard, la politique étrangère des États-Unis changeait, pour X raisons, que les États-Unis se rendent compte que l'État d'Israël, finalement, est beaucoup plus un boulet qu'autre chose. Tout à fait hypothétique. Mais il est évident que ce serait un énorme problème pour Israël. Israël, exactement comme les États latins
à l'époque des croisades, ne peut pas tenir sans un soutien constant de l'impérialisme occidental. Concernant le sionisme en France, je suis toujours étonné des sorties de certains aventuriers politiques, on ne va pas les citer, mais vous voyez très certainement à qui je fais allusion, qui prétendent que les sionistes réussissent à imposer à la France absolument toute sa politique. Bon, on a vu que c'était faux au moment de la création d'Israël, c'est même plutôt le contraire. Les Juifs de France rasaient les murs, ils avaient vraiment peur qu'on les envoie là-bas. Mais même aujourd'hui, j'aimerais qu'on me cite une seule décision, mis à part de la répression contre des militants, contre des militants de BDS, etc. Mais ça, stratégiquement, bon, d'autant plus que finalement, on voit bien que BDS va l'emporter. Finalement, je ne sais pas de combien de temps, Inch'Allah, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'on sent bien le ventre mou, on sent bien que c'est en train de céder, on sent bien que l'offensive sioniste, elle est en train de s'essouffler. Et il suffit de les écouter d'ailleurs, ce que je fais. On voit bien qu'eux-mêmes, ils croient de moins en moins. Et ils se rendent bien compte qu'on est en train de passer à une nouvelle étape. Et c'est bien ce qui les intrigue. C'est bien ce qui les affole. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que en matière de politique étrangère, de politique moyen-orientale, je ne connais aucune décision que la France a prise qui a été dictée par les sionistes de France. Aucune. S'il y en a une, qu'on me la cite. À chaque fois, la France a pris des décisions en fonction de... Alors, des décisions que l'on conteste, on est bien d'accord, hein, mais pas toujours. Pas toujours, enfin, je m'entends. Lorsqu'il s'est agi de voter pour l'entrée de l'UNESCO, de l'État palestinien, à l'UNESCO. Bon, on peut en penser ce qu'on veut ou n'importe quoi. Mais on voit bien l'énorme offensive sioniste qu'il y a eu pour que la France n'accepte pas cela. Et pourtant, ça a été le cas. Alors, je ne reviendrai pas sur d'autres faits qui concernent plus précisément le pire. Certains meetings que nous avons pu tenir en dépit de l'hostilité totale, donc de meetings de soutien à la résistance, en dépit de l'hostilité, et pas n'importe où, puisque à la Sorbonne, mais il est évident que... Alors, Manuel Valls peut faire ses déclarations, et que Kerman peut être très content de ses déclarations. Encore une fois, combien de divisions, comme disait Staline au pape? Combien de divisions? Qu'est-ce que cela change? La France a une politique au Moyen-Orient, et même le CRIF, tout puissant que le CRIF puisse paraître à certains, et moi je ne pense pas du tout que le CRIF soit puissant, mais alors pas du tout, pas une seule seconde. Je pense qu'il est puissant, le CRIF, oui, pour encourager la LDJ, pour tout cela, ok, mais au-delà de cela, je trouve ça absolument ridicule. De son propre point de vue, je trouve ça ridicule, parce que compte tenu de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on pourrait, imaginer, le CRIF n'arrive pas finalement à de grands résultats. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc, le sionisme est une entreprise impérialiste, et maintenant, je vais céder la parole à nos amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, rien ne permet d'isoler le sionisme de cette politique impérialiste française, et je suis convaincu personnellement que si notre pression est plus importante encore, je suis convaincu que nous pouvons imposer des choses. Nous pouvons imposer des choses, et il n'y a pas en l'occurrence, alors il faut vraiment avoir une lecture conspirationniste de l'histoire et de l'actualité pour s'imaginer qu'aujourd'hui, eh bien, on puisse ne pas s'opposer au sionisme. Je pense qu'on peut s'y opposer, on doit s'y opposer, on a raison de s'y opposer, et en tout cas, eh bien, l'histoire est là pour nous dire que le sionisme peut très bien n'être qu'une parenthèse de l'histoire, Inch'Allah. Mais bon, voilà, tout dépendra du rapport de force qu'on saura créer. Voilà, je vous remercie. Merci au Pierre et au Ban pour avoir organisé cette formation sur le sionisme. Le sionisme qui est très intéressante, et je crois que l'importance de l'intervention de Youssef en deux fois avant notre présentation, c'est que effectivement toute discussion sur l'antisionisme, qui va être l'objet donc de notre intervention, elle doit partir d'une précision sur ce que c'est que le sionisme, pour savoir de quoi on parle et à quoi on s'oppose. Du coup, moi, je m'excuse d'avance parce que j'ai des notes un peu éparpillées. Je ne savais pas trop où est-ce que Youssef allait s'arrêter dans sa présentation. Et moi aussi, il me semblait que c'était important de commencer par préciser de quoi on parlait pour savoir à quoi il fallait qu'on s'oppose. Et du coup, j'essaierai là de lire en transversal un petit peu ce qui me semble des points essentiels pour que je puisse donc baser la seconde partie de mon intervention. Je vais essayer de faire court quand même.
pour dire un petit peu et parler du coup de notre expérience. Donc moi je me présente peut-être Tahal du mouvement des jeunes palestiniens. Voilà, on est une organisation de jeunes palestiniens. Il y a une branche française, il y a d'autres branches un petit peu à travers le monde, notamment donc, en Palestine et dans les pays arabes. Et j'en dirai un petit peu plus sur notre expérience, donc le moment venu. Mais donc, ce qui me semblait important dans l'intervention de Youssef, c'était d'essayer de rétablir le fait que le sionisme est avant tout donc, une expérience européenne moderne, qui donc émerge dans le courant du 19e siècle, dans une Europe où il y a une effervescence nationaliste. Et donc ce sionisme, il se nourrit des idéologies colonialistes, orientalistes, racistes, donc nationalistes qui sont en vogue à l'époque. Modernistes aussi, c'est-à-dire cette idée que l'Europe moderne s'oppose par ses valeurs à un monde archaïque et passé qui est voué donc à disparaître. Donc soit à accepter la modernité européenne, soit à disparaître ou à être dominé. Et donc cet accent-là, Youssef a insisté donc sur toute la période qui mène jusqu'à au moins 48, puis un peu après. Moi, du coup, j'insisterai sur le fait que ce caractère-là du sionisme, en fait, comment est-ce qu'il a continué à se traduire justement dans ce Moyen-Orient tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en fait dire que cette particularité du sionisme, qui est que jusqu'en 1948, donc le sionisme, il n'a pas les moyens de son ambition coloniale. Ça veut dire qu'il est obligé, le sionisme, pour pouvoir s'implanter en Palestine, de compter sur une infrastructure de pouvoir qui est l'infrastructure coloniale, et qu'il a besoin donc du mandat britannique et du soutien des autres puissances coloniales de l'époque pour pouvoir s'implanter, parce que sinon il est démuni de ses moyens. Ce caractère-là continue, et à ce jour encore, comme le disait Youssef, le colonialisme, sans le soutien des puissances impériales, et notamment des États-Unis, il ne tiendrait pas une seconde dans la région. Et du coup, peut-être que ce que je vais essayer de faire, c'est d'élargir un peu cette focale. Ce n'est pas seulement la Palestine qui est concernée, mais c'est bien toute la région du Moyen-Orient, ou en tout cas le monde arabo-musulman, si ce n'est donc le monde de façon plus large. Et donc que le sionisme, il s'inscrit bien dans ce rapport européen au monde. Et pas, donc c'est pas juste une affaire entre Israéliens et Palestiniens, mais on est bien là dans ce rapport européen, et voire occidental après par la suite. Donc ce rapport occidental au monde, et notamment donc au monde arabo-musulman. Et donc, bon, je passe tout de suite à l'époque des années 70, le soutien américain aux sionistes et à Israël, en fait, il va vraiment prendre dans l'ampleur et devenir décisif dans le courant des années 70. Donc après la guerre de 73, c'est là où les États-Unis commencent à avoir une véritable politique impérialiste au Moyen-Orient, et où l'aide américaine à Israël va prendre le dessus sur toutes les autres formes d'aide extérieure qui parviennent à ce pays. Et ça s'insère dans donc, une vision stratégique des États-Unis qui est que cette région-là du monde, il faut qu'ils puissent garder la main dessus parce qu'il y a des ressources énergétiques qui commencent à s'imposer comme étant des ressources essentielles. Et aussi parce qu'il va y avoir donc ces riches États pétroliers qui ont des capitaux qui vont pouvoir être investis dans l'économie américaine. Et donc voilà, il y a ce besoin-là de renforcer la stabilité de la région et donc d'avoir un pion dans la région sur lequel on puisse compter. Et ce pion-là, ce sera Israël. Sauf que là aussi, la relation, elle ne va pas de soi. C'est-à-dire que le rapport des États-Unis à Israël, il n'est pas complètement acquis. Parce que d'abord, Israël, au début, il y a ce rapport-là aux impérialismes européens, donc, et notamment britanniques. Et donc, dans l'épisode que tu as évoqué sur la bataille de Suez, à l'époque, c'est les Américains et les Soviétiques qui interviennent contre Israël et les Français et les Britanniques. Donc, il n'y a pas forcément cette proximité de départ, mais donc petit à petit, elle va s'imposer. Et ça signifie qu'Israël va connaître un rapprochement dans sa diplomatie, dans son économie, notamment,
donc de la puissance américaine. Et donc que les États-Unis vont être de plus en plus en mesure de dicter leur agenda aux Israéliens dans la région. Et c'est notamment ce qui va être fait dans le courant des années 80 lorsque les États-Unis vont imposer à Israël, qui est en difficulté économique, d'opérer une libéralisation de l'économie israélienne. Et donc cette libéralisation de l'économie israélienne, elle a des conséquences pour Israël qui, au départ, a une économie très centralisée, où c'est l'État qui tient l'économie pour pouvoir mettre en place son projet de colonisation. Une libéralisation, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont impliqués, mais aussi qui sont impliqués pour leurs propres intérêts, etc. Donc c'est quelque part il y a quelque chose, c'est une déconstruction un petit peu de l'idéologie sioniste du départ, où il y a des intérêts économiques qui commencent à s'introduire. Et donc ça, c'est imposé par les États-Unis. Et il y a autre chose que les États-Unis vont imposer à Israël, et c'est quelque chose qui va justement venir par les élites économiques. C'est l'idée que Israël doit vivre en paix avec ses voisins arabes, et qu'il faut qu'il y ait cette paix-là pour pouvoir stabiliser la région. Parce que les Américains sont bien embêtés. Une région instable, tant que les États-Unis en fait, se considèrent comme les gendarmes de la région, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir intervenir à tout moment s'il y a des conflits, et qu'ils doivent pouvoir dicter donc la politique dans la région. Or, tant que la région est instable, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'efforts aux États-Unis, et donc ils ont besoin de stabiliser la région, de pouvoir compter sur quelques pions, dont Israël est un élément central, mais pas seulement, pour pouvoir donc qu'il y ait une stabilité, donc des accords sécuritaires entre les différents pays. Donc pour ça, il faut la paix, et petit à petit, c'est quelque chose qui va s'imposer dans les milieux de l'élite israélienne. Ça vient d'abord par les classes de l'élite économique, et petit à petit, il va y avoir des campagnes menées en Israël pour la paix. Cette paix-là, bien sûr, ce n'est pas une paix qui signifierait qu'il va y avoir une justice et qu'on va s'entendre véritablement avec les Arabes, mais c'est l'idée qu'il faut qu'Israël puisse prospérer par l'économie et dominer par l'économie cette région. Donc c'est un impérialisme économique, et non plus nécessairement une domination militaire directement des différents territoires. Et donc, il y a l'idée qu'on va pouvoir rendre quelques territoires aux Arabes, pour qu'en échange, ils puissent accepter la présence israélienne dans la région. Et il y a l'idée aussi qu'on va mettre en place des accords économiques qui assurent la domination d'un centre économique israélien sur la région. Il faut savoir que les difficultés économiques que connaît Israël à l'époque, donc dans les années 80, viennent aussi du fait qu'Israël est complètement isolé sur la scène régionale. C'est-à-dire qu'il y a un boycott des pays arabes qui est imposé. Et qui est imposé, c'est-à-dire qu'aucun pays arabe n'a de relations économiques directes avec Israël, ce qui est embêtant pour un pays qui ne peut pas tenir, en fait, et qui, du coup, son économie est complètement liée à l'Europe et aux États-Unis, donc ils sont obligés de vivre avec des économies qui sont lointaines. Et donc Israël est isolé, mais elle est encore plus isolée par ce qu'on appelle le boycott de second degré des pays arabes, qui impose à toutes les entreprises, toutes les entreprises qui sont implantées en Israël n'ont pas le droit de s'implanter également dans les pays arabes. Et à l'époque, ça compte. C'est-à-dire qu'on a énormément il y a des pays asiatiques, donc le Japon, la Corée du Sud, ne connaissent pas de relations économiques avec Israël sérieuses avant les années 80, et 90 même, justement parce qu'il y a ce boycott arabe qui est imposé. Donc ça pèse pour Israël, et ce besoin de normalisation d'Israël dans la région, il vient de là, et ce besoin de paix, il vient de là, du fait que, de toute évidence, Israël ne peut pas survivre dans la région tant qu'elle est dans une relation conflictuelle avec les pays arabes. Et donc, c'est comme ça qu'interviennent les accords d'Oslo, donc avec les Palestiniens. Il y a tout un contexte où il y a différents accords qui sont menés. Donc d'abord l'accord de Camp David avec l'Égypte en 1979, puis avec les Palestiniens donc en 93 à Oslo. Il y a d'abord une conférence à Madrid. Ensuite, il va y avoir l'accord de Wadi Arab avec la Jordanie en 94. Et donc, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut petit à petit stabiliser les relations avec chacun. Et ça vient, ça aussi, je suis désolé, du coup, je fais un petit peu des allers-retours, mais ça vient aussi dans un contexte où, dans les années 80, il y a la guerre du Golfe
Donc qui vraiment, ça marque l'hégémonie américaine dans la région. Les Américains interviennent en Irak et donc répriment l'Irak de Saddam. Et donc là, on a vraiment ce déploiement hégémonique. Les Américains dictent l'agenda d'Israël dans la région, mais aussi des pays arabes. Ils vont imposer aux pays arabes de se soumettre, eux aussi, à la paix avec Israël. Donc on a cette infrastructure-là qui est similaire à celle que Youssef a décrite de l'époque du mandat, où les pays arabes sont tous sous tutelle des puissances coloniales. Là aussi, c'est la même chose. On a des pays arabes qui vont être sous tutelle en fait, du déploiement hégémonique américain et qui prend cet aspect-là de la globalisation néolibérale. Donc il faut se soumettre, faire des réformes économiques dans le pays pour s'ouvrir, ouvrir les économies et permettre à un capital donc occidental de venir s'installer et de subordonner donc les économies de la région à l'hégémonie américaine. Tout ça pour dire, donc je disais, Oslo vient dans ce contexte, et il y a cette idée-là qu'au départ, on va donner de la terre contre la paix. Et l'équation c'est l'équation Land for Peace, c'est là-dessus qui est normalement axé l'accord politique, sauf que dans les faits, ça va prendre tout de suite un autre tournant. Israël ne rend absolument pas de terre, et n'arrête absolument pas son projet de colonisation, mais au contraire, va le continuer. Et ce qui va se passer, c'est plus le Land for Peace, c'est plus la terre contre la paix, c'est l'aide internationale pour maintenir la situation de paix et donc pour garantir la sécurité d'Israël. Et donc en fait, ce qui va se passer, et c'est très explicite là aussi, il ne s'agit absolument pas d'un complot, c'est très explicite dans toute la littérature sur la construction de la paix au Moyen-Orient, c'est qu'il faut pouvoir donner de l'aide, une aide financière aux Palestiniens suffisante pour qu'ils puissent sentir les bénéfices de la paix. Il faut absolument qu'ils puissent bénéficier des dividendes de cette paix, sentir que la paix c'est bien, c'est agréable, qu'on peut y prospérer économiquement. Et donc, il va y avoir des sommes énormes qui vont être déboursées. Et à ce jour, il y a de 1994 à 2005, je crois, plus de 7 milliards d'euros qui sont déboursés. Et on est à un rythme, en fait, de plus en plus rapide depuis 2000. C'est-à-dire depuis que l'échec du processus d'Oslo est acté, avec le déclenchement de la seconde intifada en 2000, on ne va pas remettre en cause Oslo et se dire la paix, ça ne marche pas. Au contraire, on va redoubler d'efforts pour que la paix se maintienne. Et là, on passe à un rythme où les Palestiniens touchent entre 1 milliard et 1,5 milliard d'aide internationale par an pour qu'ils puissent survivre dans une situation où ils ont de moins en moins de prise sur leur économie, sur leurs terres, ils sont de plus en plus dépossédés. Et pourtant, ils arrivent à survivre parce qu'ils sont sous perfusion d'une aide internationale. Ce qui m'importe en évoquant cet aspect, c'est de montrer à quel point non seulement Israël est dépendante de l'aide internationale, de l'aide des États-Unis, et donc touche elle aussi une aide de l'ordre de 3 milliards de dollars par an, entre une aide économique et une aide militaire, 3 milliards de dollars par an accordés par les États-Unis à Israël pour qu'elle puisse donc faire fonctionner son économie. Mais donc non seulement Israël et sa survie dépend donc de l'aide américaine, mais le fait, c'est-à-dire la pacification des Palestiniens et en fait aussi des Arabes autour, dépend aussi d'une grosse aide financière accordée aux Palestiniens pour en gros, voilà, vous pouvez survivre et si vous vous rebellez, on coupe l'aide. Et en fait, comme les Palestiniens vont être de plus en plus dans une situation de dépendance totale à cette aide, privée de toute ressource, ça va être une forme de coercition de plus en plus efficace de pouvoir les tenir par cette aide internationale. Donc encore une fois, et donc je m'arrêterai là pour cette première partie, je suis peut-être un peu long, mais encore une fois, on voit bien que la présence d'Israël dans la région, et du coup ça m'a permis aussi d'évoquer un peu cette fausse paix qui a été imposée dans la région, dépend complètement de l'infrastructure du pouvoir et des moyens énormes qui sont déployés par les puissances occidentales pour permettre à Israël de rester dans la région. Et pour permettre à Israël de paraître normal, de ne pas être dans une situation tout le temps de conflit, de pouvoir normaliser cette présence-là, d'imposer cette normalisation au monde, et d'imposer surtout cette normalisation aux pays arabes, et qui ne doivent pas pouvoir croire qu'Israël va partir de la région et que la Palestine va être libérée.
Ce qui me permet d'en venir, donc là, comme ça, on a un petit peu précisé, l'enjeu, c'est pas tant juste le sionisme, c'est aussi le sionisme et toute l'infrastructure donc, de pouvoir qui accompagne ce sionisme. Et de là, rapidement, donc, notre expérience à nous, en tant que jeunes Palestiniens, on a je commencerai un petit peu par parler de, peut-être, comme ça, de notre expérience un petit peu qu'on a eu en France, même moi à l'époque où j'étais dans l'Union Générale des étudiants de Palestine, donc la GUPS, peut-être que certains connaissent. Je me souviens qu'un des principaux soucis qu'on avait, c'est que notre premier vis-à-vis ici en France, c'était ce qu'on appelle le mouvement de solidarité français pour la Palestine. Et ce qu'on sentait, c'était que ce mouvement de solidarité pour la Palestine, la façon dont il concevait sa solidarité avec la Palestine, ce n'était pas du tout quelque chose qui était en phase avec ce que nous, la façon dont nous, on comprenait la cause palestinienne. Il y avait un agenda qui nous était imposé, parce que finalement, on arrive dans une situation où il y a une scène française avec voilà, des façons de formuler le soutien à la Palestine, qui est typiquement, je reprends juste le nom du principal cadre donc, de solidarité française pour la Palestine, c'est collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Ce qui est problématique, parce qu'encore une fois, ça veut dire que tout soutien à la Palestine est conditionné par le fait de normaliser d'abord la présence d'Israéliens en Palestine. Et donc il faut qu'on puisse soutenir les Palestiniens à condition qu'eux-mêmes acceptent d'abord qu'on part bien de ce postulat-là, qu'il y a deux nations, deux peuples qui sont en train de se battre pour une même terre. C'est triste, mais il faut essayer de trouver une paix, une façon de faire la paix dans cette situation-là. C'est pas du tout notre façon de voir les choses en tant que Palestiniens. Et ce cadre un peu paternaliste, donc, nous ayant beaucoup gênés, petit à petit, on s'est retrouvé dans une position de repli où on a refusé de plus en plus de participer à cet agenda. Et on s'est dit, notre seule perspective, c'est de pouvoir trouver en France, mais aussi ailleurs, d'autres partenaires qui puissent être sur la même longueur d'onde que nous. Je passe pour ce qui s'est passé en France, peut-être qu'on y reviendra plus tard dans la discussion, mais au niveau international, ça s'est concrétisé par le fait qu'on ait organisé des conférences de rencontres, donc on se réunissait entre jeunes Palestiniens pour voir si on partageait des mêmes idées, voir, bon, finalement, non pas qu'est-ce que c'est que l'antisionisme, et moi c'est un petit peu ça que j'aimerais apporter par rapport à notre expérience, mais qu'est-ce qu'on est nous et qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est qu'être palestinien aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que lutter pour la libération de la Palestine. Et on en arrive très vite au constat où je vous ai amené tout à l'heure, c'est que d'abord, premier élan, c'est de se dire, nous, Palestiniens éparpillés à travers le monde, en exil ou sous occupation, dans les camps de réfugiés ou dans la diaspora en Occident, il faut qu'on puisse à nouveau se réunir, puisque l'histoire veut qu'on a été dispersés, il faut qu'on puisse se réunir et qu'on pense la libération de la Palestine ensemble. Et en fait, on a mené un certain nombre d'expériences, c'était soit des écoles d'été, soit voilà, des activités en commun, etc., qui étaient sur ce travail-là de voilà, qu'est-ce que c'est qu'être palestinien, qu'est-ce que c'est que la Palestine, l'unité du peuple palestinien. Et c'était ça, et j'insiste là-dessus, c'était ça, et un petit peu sur l'histoire du sionisme ou l'histoire du colonialisme, mais on sentait déjà que ce qui était important, c'était pas seulement de connaître notre ennemi et de savoir comment notre ennemi était venu à bout de la Palestine et avait conquis la Palestine, mais de savoir aussi qui nous on était, quelle expérience de lutte les Palestiniens et les Arabes avaient vécu, et qu'est-ce qui faisait qu'on en était là aujourd'hui, dans cette situation d'échec en fait peut-être relatif, parce que plus on avançait, plus on se rendait compte que la situation n'était pas si pas tant un échec que ça, et qu'il y avait énormément d'éléments sur lesquels s'appuyer pour relancer notre lutte. Mais du coup, il y avait déjà cette idée qu'il fallait insister vraiment sur nous, notre histoire, et puis du coup nous connaître nous-mêmes et savoir qu'est-ce qu'on voulait. Des ateliers typiques qu'on faisait, des ateliers de discussion qui étaient intéressants, c'est bon, la libération de la Palestine, qu'est-ce que c'est? Alors, on n'est pas sur les Palestiniens ont besoin d'un État, un État, deux États, etc. C'est des débats qu'on a très vite balayés, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, c'est des débats à la limite qui peuvent être menés à des niveaux diplomatiques où il y a des calculs qui sont faits pour savoir bon, comment est-ce qu'on règle ce problème sur notre dos en fait. Mais nous, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de nous libérer, de retrouver notre terre, de libérer la Palestine et de libérer le peuple palestinien. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la libération? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelle forme aura la Palestine une fois libérée?
c'est des questions qui nous semblaient beaucoup plus importantes que de savoir qu'est-ce qu'on allait faire des Israéliens qui étaient dans le pays. Des questions auxquelles on nous renvoyait tout le temps en fait ici en France. C'est-à-dire quand on parle de libération de la Palestine, première question, mais qu'est-ce que vous faites des Israéliens? C'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que nous on veut, qu'est-ce que nous on va être. Et donc il y avait ça, et puis on est arrivé au constat en fait, et j'arrêterai là-dessus, mais au constat que, étant donné que ce qui se passe en Palestine en fait, c'est complètement articulé à un contexte régional et un contexte qui ne touche pas uniquement les Palestiniens, on est arrivé à un constat qui est peut-être une évidence aujourd'hui et qui est d'autant plus une évidence depuis qu'il y a eu les révoltes arabes, mais qui est que, en fait, les Palestiniens, non seulement ils ont été dispersés en tant que peuple palestinien, donc dispersés à travers le monde, mais surtout ils ont été à un moment complètement isolés de leur contexte arabe, régional. Et on a commencé à parler d'une cause palestinienne, là où avant c'était une cause arabe. On a commencé à parler d'une solution entre Palestiniens et Israéliens, là où avant il s'agissait de libérer la Palestine parce que c'était la question de tous dans la région. Et du coup, notre premier souci, après ce constat-là, ça a été de renouer et de recréer des espaces où c'était plus seulement nous, entre Palestiniens, discuter et voir ce qu'on voulait faire, mais nous, Palestiniens, avec d'autres frères arabes, d'autres frères et sœurs arabes, de discuter sur qu'est-ce que ça voulait dire qu'une région libérée non pas seulement du sionisme, du coup, mais aussi de l'impérialisme, et aussi donc des politiques néolibérales qui ont subordonné les économies. Et là, on s'est très vite rendu compte, ce que je vous disais tout à l'heure, donc, que c'est complètement lié. C'est-à-dire que la subordination des économies qui fait qu'au Caire, ou à Casablanca, ou donc en Jordanie, on a un appauvrissement, une paupérisation de la population et une mise sous dépendance des économies donc, arabes, c'est complètement lié à l'injonction en fait, d'être lié et de normaliser les relations avec Israël. Et que donc lutter contre la subordination des économies, mais donc lié aussi contre ces régimes qui ont accepté de subordonner leurs économies à l'impérialisme américain et occidental, c'est une façon de lutter aussi pour la libération de la Palestine. Et donc, ça s'est terminé, ou ça s'est passé par l'organisation d'une conférence qu'on a faite il y a maintenant 1 an et demi en Tunisie, qui s'appelait Conférence de la jeunesse arabe pour la dignité, la justice et la libération, et où on a travaillé cet axe-là, c'est-à-dire la libération de la Palestine passe et est en lien avec la libération des pays arabes autour et la libération, donc encore une fois, définir qu'est-ce que nous on est, à qui est-ce qu'on s'oppose, qu'est-ce qu'on veut, et commencer à penser à un avenir ensemble, et non pas un avenir où notre seul vis-à-vis c'est l'Occident ou c'est le sioniste, et qu'il faut savoir comment est-ce qu'on va réussir à maintenir sa présence et la nôtre, et comment est-ce qu'on va pouvoir donc faire finalement une paix. Et donc voilà, juste pour résumer un petit peu, ce qui me semblait important d'apporter, c'est que antisionisme, oui, mais il me semble qu'à notre échelle, il nous a paru très vite important de dépasser la question de contre quoi on s'opposait, pour savoir aussi qu'est-ce qu'on allait opposer à ce sionisme, et du coup à savoir vraiment qui nous on était et qu'est-ce qu'on était. Voilà, je m'arrête là-dessus, merci. الوضع بده الردع صار الوضع بده الردع لكل